Merci de votre fidélité. 20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. L'Ascension célébrée dans les églises catholiques à travers le Sénégal, une célébration qui rappelle la dernière rencontre de Jésus avec ses disciples à l'église Notre-Dame du Cap-Vert de Pékin. Rendez-vous est déjà pris pour la célébration de la Pentecôte prévue dans une semaine. Les 7 blessés à l'issue de l'effondrement d'un immeuble à Touba sont rentrés chez eux. Déclaration du ministre de l'Intérieur, Jean-Baptiste Tine, en visite sur les lieux du drame, annonce la poursuite des enquêtes pour situer les responsabilités de cette tragédie qui a coûté la vie à 11 personnes. La célébration de la Tabaski, une occasion saisie par les responsables du transport aérien pour relancer les vols régionaux. Cheikh Bamba Dièye, directeur général d'AIBDSA, présent à la cérémonie ce matin, affirme que cette initiative contribuera à l'allègement du trafic routier. Entre satisfaction et attente, le dialogue national lancé par le chef de l'État ce 28 mai suscite une vague de réactions au sein de la classe politique. De l'avis de nombreux observateurs, ces concertations autorisent l'espoir de lendemain prometteur pour la démocratie sénégalaise. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Un journal que nous ouvrons tout de suite avec ces fidèles qui ont répondu présents à la messe de l'Ascension à l'église Notre-Dame du Cap-Vert de Pékin. Une célébration qui rappelle dans la Bible la dernière rencontre de Jésus avec ses disciples, mais aussi le début de l'église catholique. Rendez-vous est déjà donné dimanche prochain pour la Pentecôte, une autre fête plutôt très importante également pour la communauté chrétienne. Le reportage est signé Habib Faye. L'église Notre-Dame du Cap-Vert à Pékin remplie de toutes parts en ce jour de l'Ascension. Les fidèles ont afflué en grand nombre jusqu'aux allées. Beaucoup ont dû assister à la messe à l'extérieur, debout ou assis sur des chaises disposées dans la cour. Quand il est ressuscité, le jour de Pâques, il nous a dit « Recevez la paix, vivez dans la joie ». Et maintenant, aujourd'hui, la joie qu'elle nous a donnée depuis sa résurrection, elle l'accomplit par l'ascension, par la montée au ciel, sans plus qu'elle est venue du Père, maintenant elle retourne au Père. Dans la foi chrétienne, l'ascension marque le moment où, 40 jours après sa résurrection, Jésus retourne auprès du Père. Elle survient 40 jours après la fête de Pâques et témoigne de l'accomplissement de la mission de Jésus-Christ sur terre. Je ressens la joie d'avoir le Christ dans ma vie, qui a souffert et qui est mort sur la croix. Aujourd'hui, il est monté au ciel en portant toutes nos prières. Donc, je ressens cette joie de vivre en tant que chrétien. Nous avons beaucoup de prières, beaucoup de soucis, beaucoup d'inquiétudes. Mais nous les confions tous à Jésus qui monte avec toutes ses prières au ciel. Et nous sommes contents et fiers de Jésus car nous savons que nos prières seront exaucées au ciel. Dans le contexte actuel, la fête de l'Ascension résonne comme un puissant message d'espérance pour les fidèles. Nous ressentons une joie parce que le Christ nous a sauvés, il nous a libérés. Et 40 jours après, il monte au ciel, rejoindre son père et s'asseoir à droite de son papa. Si c'est à la messe, c'est une joie. C'est montrer aussi au Christ que nous sommes reconnaissantes et nous lui rendons grâce pour tout ce qu'il a fait pour nous en tant que fidèles, en tant que chrétiens, parce que c'est pas facile de se donner, de se donner la mort pour nous. Pour nous, c'est pour une multitude de personnes. Dans la liturgie, la fête de l'Ascension ouvre la voie à un autre grand moment de la foi chrétienne, la Pentecôte. Il est écrit que le Christ souffrit, qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés. La Pentecôte, célébrée 10 jours après l'Ascension, clôt le temps pascal. Elle sera célébrée le week-end prochain. Elle commémore la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres
les envoyant en mission pour porter l'évangile aux nations. Nous reparlons de l'effondrement de cet immeuble R+3 à Touba. 4 des 7 blessés à l'hôpital sont rentrés chez eux. Une information du ministre de l'Intérieur, Jean-Baptiste Tine, en déplacement dans la ville sainte pour s'enquérir de la situation. Le ministre de l'Intérieur a précisé que les enquêtes étaient en cours pour situer toutes les responsabilités dans ce drame où 11 personnes ont perdu la vie dimanche dernier. Je vous propose d'écouter le ministre de l'Intérieur au micro de Pape Balagaye à la Sambre. M'incliner devant la mémoire des disparus, prier pour le repos de leur âme et prier aussi pour leur famille qu'ils ont laissée ici. Aux blessés, dont il reste encore 4 dans les 2 hôpitaux, je souhaite un prompt rétablissement. Il y en a 3 qui sont déjà retournés chez eux. J'en ai profité pour présenter mes condoléances au khalife général des Mourides et le saluer, comme d'habitude, au nom du chef de l'État, du Premier ministre, du gouvernement et à mon nom personnel. Ce qui est arrivé est un accident, c'est vrai, c'est un accident. Partout où il y a de l'activité, il y a des risques d'accident. Il y a une enquête qui est en cours. Il est trop tôt pour dire voilà la raison pour laquelle on a eu cet accident. C'est un accident que nous regrettons tous beaucoup. Nous verrons exactement ce qui s'est passé et nous prendrons les mesures appropriées pour que de tels accidents soient réduits à leur strict minimum, aussi bien à Touba que sur l'ensemble du territoire national. Dans cet ordre d'idées, le président de la République avait déjà donné des instructions au gouvernement, puis plusieurs conseils des ministres déjà, pour faire l'inventaire des immeubles menaçants en ruine, c'est-à-dire déjà des immeubles prêts qui menacent ruine, mais aussi de faire en sorte de veiller au respect des normes de construction pour éviter que pareils drames ne soient courants dans notre pays. Un important dispositif policier déployé sur le site de Nguédiaga, c'est à l'occasion de la reprise des travaux après un long arrêt. Une reprise qui a suscité beaucoup de polémiques alors que le litige portant sur 45 hectares revendiqué par la communauté laïenne est toujours devant la justice. Serigne Magnon Tchaoulaye, responsable du site, déplore cette situation et interpelle le nouveau khalife ainsi que le gouvernement. Le point, c'est avec Aminata Ba et Ousmane Baldé. Des engins procèdent au terrassement des arbres sur le site de Nguédiaga sous la supervision d'un important dispositif de force de police. Pourtant, le dossier portant sur les 45 hectares est toujours en cours d'instruction. Serigne Magnon Tchaoulaye, responsable moral du site, dénonce fermement cette situation. Je suis peiné aujourd'hui parce que ce dossier-là, on le suit depuis très longtemps. Vous connaissez toutes les péripéties de ce dossier. Hier, j'ai été informé que ceux qui étaient avec l'ancien calife, ils sont revenus ce matin, ils ont repris les travaux. Alors, comment ces gens-là peuvent reprendre des travaux sans l'aval du nouveau calife? Alors, s'il n'est pas au courant, alors moi j'ai un problème. Ce qu'ils sont en train de faire, qui leur a demandé de le faire? Les jeunes de Malika se sont également mobilisés pour protester contre la reprise des travaux à Nguédiaga en l'absence de toute décision judiciaire. Maïssa Babou, un habitant de Malika, s'est exprimé à ce sujet pour marquer son indignation. Nous déplorons la façon dont les autorités attribuent les cutus. Comment peut-on prendre une telle décision alors que le dossier est en instruction? De son côté, Serigne Magom Tchaoulaye, qui dirige les travaux sur le site, affirme que les autorités leur ont délivré un cutus de main levée, justifiant ainsi la poursuite des opérations.
C'est le nouveau calife des Layènes, Mamadou Lamine Laye, qui a interpellé le chef de l'État Bassirou Diomaye Faye et le premier ministre Ousmane Sonko. Ces derniers ont répondu favorablement à sa demande. C'est par la suite que nous avons eu un quitus de main levée. Depuis plus d'un an, la tension reste vive au sein de la communauté layène à Malika autour de ces 45 hectares. Serigne Mandione Thiaw Laye appelle les autorités ainsi que le nouveau calife Serigne Mamadou Lamine Laye à prendre leurs responsabilités afin de résoudre ce conflit dans les meilleurs délais. Le mouvement Bawol Debout demande à la justice sénégalaise une diligence sérieuse du dossier Lissa Tine, un dossier qui traîne depuis bientôt 6 ans. Disparu depuis 5 ans, ses proches réclament justice et exigent l'arrestation de son ex-mari, un certain Modou Yad, présumé principal suspect dans cette affaire. Par ailleurs, les membres de ce mouvement exigent aussi la libération de 3 jeunes de Bawol TV arrêtés selon eux arbitrairement après une plainte de Modou Yad. Nous écoutons à ce propos Modou Diouf, il est président du mouvement Bawol Debout. Il nous en dit plus au micro de Fatima Touré. Sénégalaise, par devoir d'assistance, par devoir d'éclairer toute situation, à la responsabilité véritablement d'éclaircir la lanterne des Sénégalais sur ce cas Lissa Tine qui fait jusque-là 6 ans et 2 mois. Donc, nous attendons de cette justice un procès pour que Modou Yad, le principal suspect, puisse dire effectivement là où est Lissa Tine. Et si elle est même morte, que sa famille organise leur deuil. Il appartient maintenant, à partir de ce dossier-là, que notre justice puisse se réconcilier avec les Sénégalais. Mais aussi, historiquement, marquer son époque. Parce que ce que l'on jugeait impossible, du fait de la puissance de Modou Yad, si je dis puissance de Modou Yad, c'est Modou Yad qui demeure jusque-là imperturbable. Donc, la question que l'on se pose, c'est Modou Yad se réfugie derrière qui? Qui est derrière Modou Yad? De sorte qu'il n'est pas inquiété. Qui est derrière Modou Yad? De sorte qu'il revient à priver même de liberté à d'honnêtes citoyens. D'où l'incarcération actuellement de 3 jeunes Réfanois. Là également, c'est des questions que l'on se pose. Reparlons à présent de ces concertations nationales initiées par le chef de l'État, le président Bassirou Diomaye Faye. Un dialogue qui a suscité une vague de réactions au sein de la classe politique. Entre satisfaction et attente, plusieurs figures saluent une démarche ouverte et prometteuse. Abdou Diouf Diagne et Ahmadou Bamba Samb signent ce compte rendu. Comme beaucoup d'acteurs politiques, Rose Wardini est venue répondre à l'appel au dialogue du chef de l'État. Le président du mouvement citoyen Sénégal Nouveau se dit rassuré après avoir écouté le discours du président Bassirou Diomaye Faye. Oui, ma préoccupation avec le discours du président, j'étais très rassuré puisque je voudrais l'inviter à appliquer à la fin des travaux, à faire appliquer les conclusions des consensus qu'on aura retenus pour ce dialogue. Donc vraiment c'était une rencontre qui vient à son heure au moment où les tensions politiques s'accentuent ici dans notre pays. Recalé lors de l'élection présidentielle à cause du parrainage, Ibrahima Sissoko porte le plaidoyer des candidats indépendants. Et là, je pense que c'est l'occasion de discuter encore une fois des problèmes de parrainage, discuter surtout des candidats indépendants, parce que souvent on a l'habitude de les oublier, mais il y a des candidats indépendants dans ce pays-là qui sont issus d'autres partis politiques. Et c'est le moment vraiment de mettre tout ça sur la table et de trouver des solutions durables. Dans son discours, le président de la République a déclaré que sur 386 partis déclarés, seuls 14 sont en règle. Le président du parti Ensemble Sénégal plaide pour une rationalisation des partis au Sénégal. Il y a des thèmes qui sont sur les TER, nous allons les aborder en commission, mais ce qui est important aujourd'hui, c'est de rationaliser les partis politiques, mais surtout encadrer et financer les partis politiques, pour que vraiment le jeu politique puisse être libre et transparent et que toutes les parties prenantes puissent y participer sans avoir aucune contrainte, mais aussi sans avoir l'impression qu'il y aura
il y aura des divergences majeures. Cette rencontre d'échange sur le système politique va se poursuivre jusqu'au 4 juin au centre de conférence internationale Abdou Diouf de Diamniadio. Le mouvement des scouts du Sénégal et son partenaire WANEP lancent une campagne digitale nationale de sensibilisation. Objectif, inciter les jeunes à s'inscrire massivement sur les listes électorales. Les scouts vont s'impliquer également dans la lutte contre les violences préélectorales et post-électorales. Nous écoutons tout de suite Antoine Ghislain Kali, commissaire général des scouts du Sénégal. Ses propos sont recueillis par Amadouba. Nous sommes en partenariat avec WANEP dans une campagne digitale nationale qui doit amener en tout cas les jeunes à s'inscrire massivement dans les listes électorales en vue des élections à venir. Voilà, donc WANEP étant un partenaire fidèle avec qui les scouts du Sénégal ont travaillé depuis très longtemps, nous a choisi en tout cas comme partenaire pour inciter les jeunes à aller vers les structures pour pouvoir s'inscrire en perspective des élections à venir. Au-delà de l'inscription des jeunes, principalement dans les listes électorales, on agit aussi dans la prévention des violences avant les élections, pendant les élections et après les élections. Voilà, nous sommes dans cette dynamique de pouvoir en tout cas prévenir, alerter avec le partenaire qui est là, WANEP, les violences électorales. Je vais l'annoncer en titre, AIBD SA veut profiter de la fête de Tabaski pour reprendre les vols régionaux. Le lancement de l'opération s'est tenu ce matin à l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Des vols Dakar-Saint-Louis et Dakar-Tambacounda à partir de l'aéroport de Yoff. Au-delà de vouloir faciliter le déplacement aux populations dans le cadre de la fête, eh bien, l'aéroport international Blaise Diagne et ses partenaires Air Sénégal et Transair ambitionnent de redynamiser les aéroports régionaux, ce qui va, selon Cherbamba Badjei, directeur général de AIBD SA, eh bien, alléger le trafic routier. Je vous propose de l'écouter, il est avec Al-Hassan Ba. C'est une ambition que nous avons, une ambition conformément aux directives du Conseil interministériel sur AIBD et Air Sénégal, de faire vivre les aérodromes à l'intérieur du pays. Et nous sommes en train d'atteindre cet objectif-là. D'abord, il faudrait qu'à partir de Yoff, que des travaux soient terminés, ce que nous avons déjà entamé, avec beaucoup d'enthousiasme et surtout avec l'autorisation de l'armée de l'air, la bienveillance de l'ensemble des acteurs de la plateforme. Ces travaux sont en cours et Inch'Allah, nous espérons vraiment que nous allons les finaliser le plus tôt possible et de préférence bien avant la Tabaski. Après cela, nous allons faire, vous savez, le secteur aéronautique est très normé, faire toutes les précautions d'usage pour que l'ensemble des acteurs, y compris la NACIM, la haute autorité, tous nos partenaires, puisque nous puissions regarder encore toutes ces questions de sécurité, de sûreté, et veiller à ce que tout est conforme et que les équipements que nous installons fonctionnent bien. Cela dit, une fois que cela est terminé, ce que nous avons déjà commencé depuis déjà quelques jours avec le partenaire que nous avons qui est ici aujourd'hui, Transair, et certainement, Inch'Allah, dans un futur très proche, lorsque Air Sénégal sera dans les dispositions, nous allons, Inch'Allah, faire en sorte que les vols régionaux reprennent. La journée mondiale de l'hygiène menstruelle a été célébrée au CM Kennedy de Dakar. L'objectif de cette rencontre, sensibiliser les jeunes filles, mais aussi faire appel à briser le tabou. Selon Kumbangui Chamgay, présidente de l'association Toujours Kennedienne, eh bien, il est temps de disposer de blocs sanitaires dans toutes les écoles du Sénégal. Un appel qu'elle fait à l'endroit des acteurs éducatifs, mais aussi des autorités. Nous l'écoutons. Le thème retenu cette année, centré sur l'hygiène menstruelle, s'inscrit en droite ligne avec l'engagement des autorités du ministère de l'Éducation nationale en faveur de l'inclusion, de la santé et de la dignité des jeunes filles à l'école. À travers l'association Toujours Kennedienne, nous réaffirmons aujourd'hui notre détermination à accompagner les élèves, particulièrement les jeunes filles, dans leur cheminement vers l'autonomie, le respect de soi et la réussite scolaire. Nous sommes à leur côté, nous l'avons été hier, nous le sommes aujourd'hui et pour demain également, Inch'Allah. Permettez-moi également de m'exprimer en ma qualité de présidente d'honneur de la Fédération sénégalaise de badminton.
C'est un honneur pour notre jeune fédération d'être choisie parmi les parties prenantes de cette activité de grande portée éducative et scolaire. Il est de notre devoir, en tant que coach, éducateur, enseignante, maire, responsable d'association, de les accompagner face aux défis liés à la santé. Promouvoir les serviettes hygiéniques réutilisables en est un exemple concret, bénéfique à la fois pour leur santé et pour l'environnement. Les agents des eaux et forêts formés sur les techniques de manipulation des drones, ils sont à Thiès pour quelques jours. L'objectif de cet exercice, c'est d'être mieux outillés pour la surveillance de l'environnement et la lutte contre la déforestation, mais aussi et surtout le braconnage. Charanta Diop, c'est la tire. Venus de Thiès, Dakar, du parc national Nongo-Lokoba, ces agents des eaux et forêts sont formés ici à Thiès sur les techniques de pilotage, de drones, de géolocalisation et de cartographie. Ces nouveaux équipements acquis récemment permettront aux agents du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique de mieux surveiller les forêts et les écosystèmes. L'objet de cet atelier est de former une première cohorte de formateurs pour l'utilisation des drones, des GPS différentiels, l'utilisation des logiciels de cartographie, la déforestation qui est un fléau actuellement. Ça nous permet de suivre l'évolution de la surveillance et de la sécurité. Ces équipements permettent de pouvoir, par exemple, suivre un braconnier sur tout un circuit. Et donc, ça facilite par là le travail aux agents. La forêt classée de Bourkade de Thiès a été choisie pour renforcer leur capacité opérationnelle. Désormais, ces agents des eaux et forêts ont toutes les cartes en main pour la gestion durable des forêts et des écosystèmes. Vu que le Nicolo est très large, on peut utiliser les drones pour inspecter certaines zones qui est difficile d'accès. Ces caméras trappes qu'utilisait le bureau suivi écologique a pu détecter la présence de l'éléphant au niveau du Nicolo, mais les lions, on les observe pêle-mêle au Nicolo. À l'issue de cette session de formation, ces agents des eaux et forêts vont démultiplier les connaissances acquises auprès de leurs pairs pour une meilleure utilisation des drones et GPS différentiels. Avant d'aborder l'actualité du continent, parlons de ce constat. Le saviez-vous, les symboles, logos, mascottes et slogans officiels sont la cible de nombreuses convoitises à l'occasion de chaque édition olympique. Pour éviter cela, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle va organiser une conférence inaugurale ce vendredi à Dakar. Le Sénégal, je rappelle, doit accueillir les Jeux olympiques de la jeunesse en décembre 2026. Nous écoutons Françoise Dabafaye, directrice générale de l'Agence sénégalaise pour la propriété industrielle et l'innovation technologique. Elle nous en dit plus au micro de Mambiram Diouf. Discuter des préparatifs de la conférence inaugurale qui aura lieu le vendredi 30 mai 2025, ici même à Dakar. Et cela, c'est en prélude aux Jeux olympiques de la jeunesse qui se tiendront en 2026. Comme tout le monde le sait, on accueillera beaucoup d'athlètes, beaucoup de délégations. Le monde du sport sera au Sénégal. Et c'est l'occasion de vraiment discuter de ces aspects de propriété intellectuelle, que ce soit le droit d'auteur et les droits voisins. On sait que dans le sport, on parle de droit de retransmission, mais aussi, et ça représente la principale ressource même du monde du sport, de l'économie du sport. La propriété industrielle qui nous concerne, nous, Agence sénégalaise pour la propriété industrielle et l'innovation technologique, nous sommes un des membres de l'État du Sénégal, de l'administration, mais nous sommes aussi la structure nationale de liaison avec l'OAPI. Nous représentons l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, ici même au Sénégal, pour tout ce qui est enregistrement, protection des inventions, innovation, mais aussi pour tout ce qui est signe distinctif à apposer sur les produits et les services que tout le monde connaît. Les marques aident à vendre les produits, les services. Et ça crée une économie. L'utilisation stratégique même de la propriété industrielle, que ce soit les brevets, les marques.
Alors, l'actualité hors du continent avec le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko arrivé en Côte d'Ivoire pour une visite officielle de 3 jours dans un contexte de relance diplomatique et économique entre Dakar et Abidjan. Ce déplacement intervient 2 semaines après une visite similaire au Burkina Faso, illustrant l'offensive régionale engagée par le gouvernement sénégalais. Il s'agit du tout premier déplacement en terre ivoirienne du Premier ministre Ousmane Sonko depuis sa nomination à la tête du gouvernement. Et puis à Abidjan, nous sommes à Abidjan, nous restons pour parler de l'élection du président de la Banque africaine de développement. Vous le savez, c'est le Mauritanien Sidi Ould Tah qui a donc été élu président de la Banque africaine de développement. Le candidat sénégalais Amadou Hott est arrivé en 3e position avec seulement 3,55% des voix à l'issue du second tour du scrutin. Un scrutin dont va nous parler tout de suite notre envoyé spécial à Abidjan, Abdoulaye Cissé. À cet instant précis, 11h passées de 40 minutes en cette matinée du jeudi 29 mai à Abidjan. À cet instant précis, nous quittons la tour de l'hôtel Ivoire Sofitel et nous nous dirigeons vers la salle Aquaba où le conseil de gouverneurs va certainement annoncer dans les minutes à venir les premiers résultats de ce premier tour de scrutin. À cet instant, il sont encore 5 candidats en lice. Il n'en restera tout au plus que 4 pour un 2e tour, voire un 3e tour de scrutin. La Banque africaine de développement a prévu large. Nous serons là peut-être jusqu'à 17h pour cette fameuse fumée blanche et savoir qui va porter sur ses épaules les destinées de la Banque africaine de développement pour les 5 années à venir. Premier candidat dans l'ordre protocolaire, Amadou Hott du Sénégal, peut-être premier mutoire. Et dans cette salle Aquaba, on ne mettra pas de temps à découvrir le résultat du premier tour de scrutin. Arrive en tête Samuel Maïmbo de la Zambie avec 40%, suivi de Sidi Ould Tah de Mauritanie, 33%, et très loin derrière, en 3e position, Amadou Hott du Sénégal avec 17%, 4e, Chouanzi Sabalala d'Afrique du Sud avec 8%, le 5e, Mohamed Tolu du Tchad est éliminé avec son 0,52%. À cet instant, rien n'est perdu, rien n'est gagné, mais le 2e tour a rabattu les cartes. Les 47% de votes régionaux pour Sidi Ould Tah ont semblé pousser des États, notamment des soutiens du Sénégalais Amadou Hott, à voter utile. Le candidat sénégalais s'effondre dans le vote continental pour passer de 11 à 2%. Et c'est au bénéfice de Sidi Ould Tah qui porte son score total à 48% et passe devant Samuel Maïmbo qui chute à 30%. Dans le même tour de scrutin, Sidi Ould Tah explose le compteur continental avec 68%. Le 3e tour est une formalité, un plébiscite à 76% pour le Mauritanien. À cet instant, le bruit a couru que Sidi a gagné. Les couloirs sont interminables. À chaque coin, les Mauritaniens se congratulent. Et d'honneur pour le président élu, la longue procession le conduit dans la salle de gala tout apprêtée. Ce fut long, stressant, palpitant et beau. C'est l'Afrique qui a gagné. Sidi est là et ses premiers mots sont pour l'Afrique, pour son peuple de Mauritanie, pour son président Mohamed Ghazouani. Un sourire par ici. Voilà, donc merci à Abdoulaye Cissé, merci à vous d'avoir suivi ce journal, mais restez avec nous tout de suite. La seconde partie de Soir d'Info, nous allons continuer justement de parler de cette élection à laquelle le Mauritanien Sidi Ould Tah a triomphé à l'issue de 3 tours donc de scrutin, et c'est tout de suite dans la deuxième partie de Soir d'Info.